Allez, on plonge aujourd'hui au cœur de la société française, juste avant le grand Big Bang, la Révolution. La question, c'est de savoir comment elle était vraiment organisée, cette société. Et on va voir que la hiérarchie était bien plus complexe qu'on ne le pense. Ce tableau de 1672, il nous met direct dans le bain. Il pose une question absolument essentielle. Dans la France d'avant la Révolution, qu'est-ce qui comptait le plus? Le titre de naissance, le nom de famille ou bien l'argent dans les coffres? Le statut ou la richesse? En fait, c'est ce conflit-là qui va définir toute l'époque. Bon, commençons par la façade. La vision officielle, la manière dont la société se voyait elle-même, et sur le papier, tout semblait parfaitement en ordre. Alors, la clé pour comprendre cette société, c'est pas la richesse, non. C'est un concept qu'on appelle la dignité. Il faut s'imaginer ça. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on possède, mais ce qu'on est. La naissance ou la fonction qu'on occupe, ça donne un statut. Et ce statut s'accompagne de privilèges bien précis, codifiés. C'est comme des lois privées qui ne s'appliquent qu'à un groupe. Un exemple tout simple, seul un noble avait le droit de se balader avec une épée. Donc, officiellement, la société est divisée en 3 ordres, ce qu'on appelle les États. Mais regardez ce graphique. C'est plus qu'un déséquilibre, c'est un véritable gouffre. 97%, 97% de la population qui forme le tiers-État. Et en face, 2 ordres privilégiés qui, en nombre, ne représentent quasiment rien. Mais en pouvoir, ils représentent tout. Et là, cette gravure, elle nous montre cette hiérarchie en pleine action. On voit bien comment ils sont assis, bien séparés. D'un côté le clergé, de l'autre la noblesse, et loin derrière le tiers-État. Chacun à sa place. C'est l'image d'un monde qui se veut stable, immuable. Du moins, c'est ce qu'on voulait croire. Mais maintenant, passons aux choses sérieuses. Ce qui est vraiment intéressant, c'est cette hiérarchie non officielle qui traverse tout ce système. C'est un peu l'axe caché, celui qui vient compliquer toute cette belle organisation. Oubliez l'image de la pyramide, c'est trop simple. Ce schéma, il nous révèle la vérité. C'est une grille, bien plus complexe. Sur un axe, on a le statut juridique, les ordres. Sur l'autre, on a la fortune, l'argent. Parce qu'à l'intérieur de chaque ordre, il y avait des mondes qui séparaient les gens. Pensez-y, un évêque et un simple curé de village, ils appartiennent bien au même ordre, le clergé. Mais est-ce qu'ils vivaient dans le même monde? Pas du tout. Et c'est là que tout se corse. Prenez un noble sans un sou. Lui, il a la dignité, il a le droit de porter l'épée, il a tous les privilèges de son rang. Mais en face, vous avez un riche financier, un bourgeois du tiers-état. Lui, il n'a pas de titre, mais il a l'argent, il vit dans le luxe, il a une puissance économique bien plus grande. L'un a le statut, l'autre a le pouvoir réel. C'est ça le nœud du problème. C'est ça la tension fondamentale de l'Ancien Régime. Et même au sommet de la pyramide, l'unité n'était qu'une façade. La noblesse elle-même était divisée. D'un côté, on a l'ancienne noblesse d'épée, fière de ses ancêtres militaires. De l'autre, la noblesse de robe, des gens qui avaient en gros acheté leur titre en devenant juges ou administrateurs. 2 mondes qui, très souvent, se méprisaient cordialement. Alors maintenant, allons voir comment ce clash entre statut et richesse se jouait sur le terrain, dans les 2 Frances qui coexistaient, la France des champs et la France des villes. D'un côté, on a donc la campagne. C'est là que vivaient 80% des Français, au rythme des saisons, sous l'autorité d'un seigneur. Et de l'autre, les villes, des mondes clos, bouillonnant de commerce, d'artisans, avec leurs propres lois, leurs propres privilèges. 2 univers, et donc 2 manières de vivre la hiérarchie sociale. Et pour bien comprendre l'inégalité de richesse dans les campagnes, parfois, il suffit de regarder un document tout simple, un registre d'impôts. Les chiffres d'un seul village peuvent raconter une histoire absolument saisissante. Prenons par exemple le plus riche laboureur du village, ce qu'on appelait un coq de village. Son impôt annuel? 2226 livres. C'était une somme énorme pour l'époque. Et maintenant, comparons avec un de ses voisins, un simple journalier qui loue ses bras pour survivre. Son impôt? 2 livres. Oui, 2. On a un rapport de plus de 1000 contre 1. Dans le même village, sous le même ciel, on a 2 réalités économiques qui sont totalement étrangères l'une à l'autre. Mais attention, ce système n'était pas complètement figé. L'argent pouvait ouvrir des portes, c'était possible de grimper. Mais l'ancienne élite ne se laissait pas faire si facilement. L'histoire de la famille Colbert est un exemple parfait de cette ascension. En l'espace de quelques générations, ils sont passés de simples marchands à ministres tout-puissants du roi. Et clairement, leur premier levier, ça a été la richesse. Et leur stratégie, c'était un grand classique de l'époque. Un chemin long, coûteux, pour passer du sommet du tiers-état jusqu'à la noblesse. D'abord, on accumule une fortune. Ensuite, on achète une charge publique, un office. Après ça, on vit noblement et on transmet l'office à ses enfants.
Et à la fin, avec un peu de chance, la famille reçoit un titre de noblesse du roi. En résumé, l'argent achetait la fonction et la fonction menait au titre. Mais cet ascenseur social, il pouvait aussi aller vers le bas. La monarchie, par exemple, organisait des recherches des faux nobles pour démasquer ceux qui usurpaient un statut. Et, encore plus important, si une famille noble devenait trop pauvre pour vivre noblement, elle pouvait perdre ses privilèges. L'argent ne faisait pas tout, mais sans lui, même le plus ancien des statuts risquait de s'effriter. Alors, que faut-il retenir de tout ce puzzle complexe? Quelle est l'image finale qui se dégage? Cette citation, elle résume parfaitement le paradoxe. L'Ancien Régime, ce n'est pas une société de classe sociale, basée uniquement sur la richesse, comme la nôtre peut l'être. Mais ce n'est pas non plus une pure société d'ordre comme au Moyen Âge. C'est un système hybride, un système tiraillé entre la tradition du statut et la nouvelle puissance de l'argent. Et ce diagramme illustre ce conflit à la perfection. D'un côté, on a une structure rigide, héritée du passé. De l'autre, des flèches qui la transpercent de partout. L'ambition, l'argent, la mobilité sociale, c'était une société en tension, où la réalité économique commençait à faire craquer le vernis juridique des trois ordres. Ce qui nous amène à la question finale. Un monde de privilèges, défié par la richesse, une hiérarchie rigide, mais minée par des contradictions profondes. La question c'est, combien de temps un tel édifice pouvait-il encore tenir debout ?